Mieux. Bonsoir, bienvenue. L'immigration, comment relever le défi de l'intégration? S'il existe un thème qui suscite des débats passionnés, souvent même houleux, c'est bien le thème des migrations. C'est un thème qui se trouve au centre de fantasmes et de peurs qui souvent secouent nos consciences lorsqu'il y a des drames dans la Méditerranée. Vous aurez peut-être vu il y a quelques jours une photo d'un père avec son enfant à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est un thème qui est souvent au milieu de manipulations politiques et qui est aussi des fois méconnu ou en tout cas mal connu ou touché par des préjugés. Nous, dans ce débat, nous allons essayer de donner un regard le plus possible sincère et lucide, sans préjugés, justement, avec nos invités que je présente. À ma droite, Abdullah Coulibaly, président du Forum de Bamako, qui est un haut lieu de réflexion qui existe à Bamako et qui a fait d'ailleurs une des dernières rencontres qui a été consacrée aux migrations. Bienvenue. Ensuite, Amos Gitaï, le réalisateur et cinéaste israélien que vous connaissez, son œuvre riche et très connue. Son dernier film, Un Traumé à Jérusalem. Il a aussi une chaire au Collège de France qui s'intitule Traverser la frontière, les frontières au pluriel. Bienvenue Amos Gitaï. Geoffrey Lams est Senior Advisor pour Gates Venture, qui est relié à la fondation de Bill et Melinda Gates. Il a travaillé auparavant à la Banque mondiale. Bienvenue à Geoffrey Lams. Et au fond, à ma droite, Hippolyte Dalbis, le membre du Cercle des économistes, qui va nous introduire la rencontre. Très bien, merci Anaïs. Bonjour à tous, bonsoir. Je suis celui qui est au fond, mais je suis celui qui est le plus près du climatiseur, donc vous voyez que c'est quand même une bonne place. Oui, c'est pas toujours facile de parler de migration parce que c'est un sujet qui est très clivant. Et très souvent, les personnes qui ont des positions différentes ne se parlent pas. Elles vont se lancer des noms d'oiseaux. On va être soit le bisounours si on est favorable à la migration, soit le xénophobe si on est défavorable. Et au final, on a très peu de discussions. Un des enjeux aujourd'hui du panel est notamment de faire venir des personnes un petit peu de la terre entière, vous voyez, de croiser ces points de vue et aussi de réapprendre à parler de migration. Et alors pour bien parler de migration, il me semble qu'il faut pas toujours tout dramatiser. Vous voyez, lorsque ce qu'on a appelé en 2015 la crise migratoire, hein, c'est-à-dire un peu plus d'1 million de réfugiés ou de demandeurs d'asile qui sont arrivés en Europe, qu'on puisse considérer ça comme une crise, c'est déjà très symptomatique. Vous voyez, l'Europe, c'est quelque chose comme 500 millions de personnes, qu'on puisse considérer qu'on soit submergé, vous voyez, par 1 million de personnes, je trouve ça déjà assez dramatique. Surtout que, vous voyez, si on regarde un petit peu historiquement, il n'y a jamais eu de pays ou de pays riches, en tout cas, qui est sombré, qui a été détruit par la migration. Je veux dire, il y a eu des guerres, il y a eu des épidémies, il y a eu des crises financières, on a vu les conséquences, mais on n'a pas tellement d'exemples historiques d'un effondrement de la migration. Ce qui ne veut pas dire que la migration n'a pas des impacts sur les sociétés qui accueillent, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas avoir de conséquences. Il faut pouvoir en parler et pouvoir en discuter, et c'est bien l'objet d'aujourd'hui. Alors en plus, là, je dirais qu'on a pris une dimension qui est la plus piégée, qui est celle de l'intégration. Parce que déjà, c'est difficile de savoir ce que c'est qu'une personne intégrée. Vous voyez, c'est compliqué. Je veux dire, les gens, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils vont travailler, puis le soir, ils rentrent, ils mangent, et puis ils vont se coucher, quoi. Ils regardent la télé peut-être. Vous voyez, qu'on soit étranger, qu'on soit pas étranger, c'est la même chose. Je veux dire, ils ont d'une certaine manière la même vie. Et donc, on va s'arrêter sur certains indicateurs, typiquement des indicateurs économiques, en disant, par exemple, que les étrangers ont des participations au marché du travail ou des taux d'emploi, si vous voulez, qui sont plus faibles que les natifs. Et alors là, ça ne fait que
engendrer plus de polémiques, avec typiquement, vous voyez, des personnes qui seraient contre la migration, qui vont dire, ah bah, vous voyez bien, ils ne s'intègrent pas, donc il faut arrêter l'immigration, et d'autres qui vont dire, ah bah non, c'est parce qu'il y a des discriminations, c'est parce que l'État ne fait pas son boulot, etc. etc. Vous voyez, donc ce sujet est piégé, c'est pour ça qu'on l'a pris. Voilà, je laisse peut-être la parole maintenant à nos intervenants. Merci, merci Hippolyte. Amos Gitaï, vous avez fait il y a 2 ans une mise en scène de Othello de Rossini et en Italie, qui n'a pas encore été représentée en France malheureusement, mais en parlant de cette mise en scène, vous disiez Othello aujourd'hui, Othello c'est le migrant d'aujourd'hui. Donc pour reprendre le titre de notre rencontre, comment on intègre Othello aujourd'hui? Shall I speak French or English, or what is better? What do you prefer, English or French? Up to you. Okay. French, okay. Non, c'est un petit fait divers. J'étais proposé de faire la mise en scène d'un opéra. Je n'ai jamais fait d'opéra de ma vie. Et par le théâtre à Naples, un très bel théâtre. Et la femme qui m'a invité, elle m'a dit, Amos, on va fêter les 200 ans de Othello de Rossini à Naples, qui était le premier il y a 200 ans, avec le président d'Italie, etc. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, je ne connais pas, je n'ai jamais fait d'opéra, mais je vais vous faire un petit synopsis. Pourquoi Othello? Qu'est-ce que Othello est pour moi? Et si vous êtes d'accord, je vais faire. Alors, il m'a dit, OK. Je lui ai dit, écoute, Othello, c'est une histoire de quelqu'un qui vient d'Afrique, un très beau et doué personne. Et il va arriver à Europe. Les Européens ils vont déranger son rapport avec Desdemona, vont manipuler, et ça va finir mal. Si vous êtes d'accord avec cette sommaire, alors je vais faire le spectacle. Alors elle m'a dit OK. Et effectivement, là j'ai commencé les recherches d'Othello. Othello, c'est une histoire qui existe déjà 200 ans avant Shakespeare. C'est-à-dire c'est la première arrivée de première immigration d'Afrique qui arrive à Europe et le confronter avec le racisme européen. Et Shakespeare, 200 ans plus tard, il a fait les pièces de théâtre qu'on connaît, et Rossini, il a fait encore 200 ans plus tard, alors en 1816. Et moi, j'ai fait encore le spectacle, l'opéra 200 ans plus tard. Mais je dis oui parce que la question d'immigration et de déplacement est vraiment le cœur de notre société, de notre époque. C'est-à-dire toute l'humanité est déplacée. Tout. Par des guerres, par des réfugiés, par des pressions économiques, par l'urbanisme, les pressions économiques, l'architecturale, etc. Toute l'humanité est déplacée. Et nous, les gens de notre époque, il faut qu'on donne sens et on crée une autre identité contemporaine, moderne. Alors les gens, ils sont très attachés à la division, à la définition identitaire archaïque, etc. Mais il faut que l'art, le cinéma, le théâtre, la musique et d'autres utilisent notre pouvoir qui est symbolique. Les artistes, ils ne sont pas de vrais pouvoirs. On n'a pas de mitrailleuses, on n'a pas de grands milliards, mais on a un pouvoir symbolique. Et il ne faut pas hésiter d'utiliser notre pouvoir symbolique. Parce que l'humanité avance pas seulement à cause des mitrailleuses et l'argent, mais aussi par la mémoire, par les idées. C'est-à-dire, on plante une idée, ça ne va pas être une transformation immédiate, et cette idée, elle va faire son parcours, son chemin, et plus tard, ça va arriver. Et si vous voulez un petit exemple, j'ai donné, comme j'ai fait les classes des collèges de France, je parlais de Picasso. Et Picasso, il était choqué par le bombardement de Luftwaffe des villages basques de Guernica. Et son médium, c'est le tableau. Il a fait un tableau. Et ce tableau est là. Et en plus qu'il a utilisé les bonnes sanctions d'un artiste, il a dit le tableau, il ne va pas voyager en Espagne tout au long de la vie de Franco. Il a utilisé le pouvoir qu'on est, symbolique. Et le resté, il est arrivé
à Madrid, seulement à l'Arena Sofia récemment. Et qu'est-ce qui se passe après plus tard? L'année dernière, il y a un nouvel Premier ministre espagnol qui décidait de virer Franco de son mausoléum kitsch et de lui sortir de là. Et on pose la question pourquoi? Et c'est strictement la force de la mémoire. C'est rien d'autre. Il n'y a pas de choses matérielles, ni de mitrailleuses. Alors, il ne faut pas hésiter. L'art, elle doit réengager avec le réel, elle doit faire des propositions. Et comme j'arrive d'Israël, Israël, c'est un pays complètement composite. Il faut que nous, les Israéliens, vont être conscients. C'est-à-dire c'est un pays qui a été créé par les gens qui étaient éjectés par l'Europe, cette belle Europe avec toutes les grandes idées, qui étaient discriminés, brûlés, éjectés par l'Europe, aussi par les Juifs qui arrivaient d'Afrique du Nord après les montées du nationalisme arabe, et aussi les Palestiniens déplacés par les Israéliens. Alors c'est un ensemble de populations, de composites, des gens déplacés, d'immigration. Et il faut que nous, et c'est le centre de travail aussi, je racontais à mes amis ici, aussi autour des mémoires de Rabin, d'Yitzhak Rabin, de parler de ça, de questions de déplacement des gens et de nouveaux sens. Et je trouve que les questions d'immigration, l'Europe elle est obligée de confronter cette idée. Et si je dois, parce que je suis souvent très critique à la politique officielle, mais une chose je donne aux Israéliens, que comme dans l'année 90, il y avait 1 million d'immigrants de l'Union soviétique qui arrivaient en Israël, c'est-à-dire 1 million, c'était l'équivalent comme si demain il y a 10 millions d'immigrants qui arrivent en France, dans les proportions. Comme il y avait les bons politiques d'intégration de cette immigration, il n'y a pas de problème, c'est même pas monter le chômage. Alors tout, je prends 30 secondes de plus. Tout dépend de la politique. Nous, l'artiste, il faut qu'on parle de conscience, mais il n'y a aucune raison. La France, elle fait une grande histoire qu'elle va absorber 60 000. Israël a absorbé 1 million, qui est équivalent de 10 millions de gens qui tombaient sur la France. Alors, je sais que tout à l'heure, on a parlé avec Hippolyte de conscience, comment on peut évaluer les consciences, etc. Mais les transformations de la politique européenne vis-à-vis de l'immigration, il est urgent. Merci. Merci, merci Amos Gitaï. Abdullah Coulibaly faisait bruit pendant l'intervention. On va parler maintenant de mesures aussi concrètes, parce que Amos Gitaï rappelait justement le combat qui est un combat culturel, un combat des idées, mais il y a aussi des mesures, des actions qu'on peut faire. Geoffrey Lamb, avec votre rôle à la fondation de Bill et Melinda Gates, quelle est votre analyse de ce qu'on peut faire pour l'intégration avec l'immigration? Well, first of all, it's very unfair to follow Amos because he gave you a choice about French or English. I'm giving you no choice. I'm sorry. Secondly, Amos is a poet and a filmmaker and an artist, and I'm afraid I'm a much more boring person than that, so I'm at a disadvantage. So but I will say one thing which, in a strange way, only occurred to me again today. I started my adult life as a migrant and a refugee. I was a political refugee from apartheid South Africa at the age of 20 and came to the UK, and of course, you know, I was not brown and not black, and I had many advantages that many of the migrants coming to Britain at that time and since did not have. But nevertheless, the sense of displacement that Amos referred to, the sense of a search for a different meaning in a different society was very profound for me and obviously for many millions of others. I just want to make 2 or 3 points to remind us. These are absolutely not original. First, I think that part of the reaction against immigration, even though it is relatively trivial in numbers in European societies and in a strange recent way in US society, is about a sense of displacement
on the part of the native population, a sense that their country is not recognizable to them in a way that it used to be. Part of that is straight fear of strangers, in some cases racism and so on, but part of it is a consequence of the failure of the governing institutions and the governing elites to deal with the transformation of the world in the last 20 or 30 years, and particularly in the last 10 years or so since the financial crisis. The response to that, austerity in Europe, pathetically small adjustment policies for workers whose jobs are disappearing and will never come back, and a social fabric of welfare and support from the state that has been hollowed out. It's not really strange why people who have lived in a country all their lives, have seen those lives diminish in hope, would feel very outraged, very displaced, very suspicious of further change. So I think it's important to internalize that as we look for solutions. And my own view, my personal view, is that it needs, Ed Miliband in an earlier session today was talking about the need for a re-establishment of a progressive capitalism compared to what we have now. If that's the formula, fine, but we certainly need a re-energization of a progressive economic policy and role of institutions in the state to change the situation and to allay the profound reaction against migrants and immigration that has happened in a number of societies. So that's one point. The second point is, of course, there are the accidents of war, the accidents of forcible displacement, and that is very difficult to predict and to manage. But we do know that there is a huge amount of work to be done to make the development experience a success in much poorer countries. And that has been somewhat successful in some places, not nearly successful enough, not nearly enough investment, not nearly enough support for human capital, not nearly enough for support for families, so that the movement to seek other solutions is very profound. So the first thing is a progressive re-establishment of the state and of policy, to my mind, in the rich countries. The second is a massive effort at investment and transformation in poor countries where the populations currently have very few options. And the last thing that I'll say is, and this is maybe the most difficult, and I won't be alive to see it through, there has to be a recognition in all countries, but including in rich and well-endowed societies, that the future is one of much greater flow of human beings among countries. This is a continent that will be shrinking in population in the next 30 years. The US is a country, a continent really, that will not be quite shrinking, but only because it has much higher rates of immigration and will probably continue to do that despite Donald Trump. And so as our societies age in wealth, but still age, and have challenges of labor, challenges to look after old people, challenges to educate new generations, we are going to have to educate ourselves, acculturate ourselves, find meaning in a different construction of society than one which is basically, if I can put it this way, fundamentally white with a few other people added on top and sort of accepted. It's going to be a different world, and at the same time we have in our African neighbor continent here from Europe, we will have by the end of this century an absolute majority of the world's working age population. Not an absolute majority. Most working age people in the world between 25 and 54 will be African. So that is a different world to begin to prepare for now. Thank you. Merci, Geoffrey Lamb.
Abdullah Coulibaly, on s'interroge sur l'intégration. On a rappelé certains facteurs. Amos Gitaï rappelait aussi qu'il y a eu un moment où l'intégration a pu bien se passer en Israël comme ailleurs. La France aussi a intégré énormément d'étrangers et continue à le faire. Mais il y a cette sensation que l'intégration ne marche plus et qu'on doit en quelque sorte trouver un nouveau modèle. Quelle est votre expérience sur ça? Et est-ce qu'au fond, justement, Geoffrey Lamb le disait maintenant, est-ce qu'il y a aussi pas le facteur important derrière tout ça? C'est un facteur de confiance dans le futur, de confiance dans l'autre, de confiance dans le monde que nous habitons. Merci beaucoup. Parlant de mon expérience, qui fait que je suis là aujourd'hui parmi vous. Moi, je suis arrivé dans les années 70 en France, dans la Sarthe, pour ceux qui connaissent l'ouest de la France. Arrivé dans cette ville avec ma petite valise, je cherchais à m'inscrire à la fac des sciences. Puis je pars. Sur ma route, je vois un jeune homme qui est en train de prendre des notes. Je demande où se trouve la cité administrative. Il me dit, attendez-moi, je termine et puis je vous accompagne. Il m'accompagne quand il a terminé de prendre ses notes. À la cité administrative, après mon inscription, je lui dis où se trouve la librairie, parce que moi, il me faut acheter des cahiers. L'Africain, il demande toujours. Et donc, il me dit, ben, attends, j'ai encore la voiture de ma maman, je t'accompagne à la librairie. Et il m'amène, j'ai fait mes achats. Il me dit, mais tu es dans quelle chambre? Je lui dis, moi, je suis dans la chambre 430, bâtiment A. Parce que j'ai gardé ça parce que je continue à faire mon pèlerinage. Et lui, comme par hasard, il était dans la chambre 428, bâtiment A. Donc, il me dit, bon, je pars à la maison. Il habitait Laval, donc c'est la ville après Le Mans, dans la Mayenne. Un mois après, il vient me rendre visite. Et puis, 3 semaines après, il me dit, ma maman voudrait que tu viennes à la maison. Vous voyez? Bon, moi, je viens de l'Afrique et honnêtement, vous voyez, l'incertitude était de l'autre côté. Moi, j'avais peur d'aller vers lui. Je lui dis, non, moi, je viens d'arriver, il me faut d'abord prendre mes marques et connaître l'environnement. Un mois après, il insiste, et puis je pars avec lui à Laval. Depuis ce jour, je n'ai pas lavé une seule fois mes slips et mes sous-vêtements. Et pendant les congés de Noël, j'avais mes cadeaux de Noël comme toute la famille. Oui, ça c'était aussi la France. Et il faut contextualiser, à cette époque, en France, la vie était belle et facile. Et puis, 73 arrive, la crise du pétrole. 74, on nous demande d'aller à la préfecture chercher les cartes de séjour. Voilà comment. Avant, on rentrait sans papier. On rentrait sans papier et on dit d'aller à la préfecture. Donc, on va chercher ma carte de séjour. À cette période-là, les éboueurs en France étaient des Maliens et des Sénégalais en général. Donc il n'y avait pas de concurrence, mais avec la crise, les Français ont commencé à faire les poubelles. Du coup, on a commencé à voir en l'autre qu'on aidait un ennemi. C'est la crise qui amène l'homme à changer, la situation change. Mais moi, dans mon cas, ça n'a pas changé, parce que des années après, les enfants, les nièces, parce que mon ami, sa sœur avait 3 filles. Moi, j'étais en Suisse. Les nièces qui ont grandi, 17 ans, 20 ans, et puis 16 ans. Un jour, assis, je reçois un coup de fil. Abdullah, je dis oui, c'est qui? Ah, c'est Nathalie, Valérie et Caroline. Vous êtes où? Nous sommes à la gare. J'ai dit, ah bon, où ça? À la gare de Genève? J'ai dit, ah, je vais vous chercher. Et je les amène à la maison. Nathalie, qui n'est plus,
s'est mise dans mes bras et a pleuré parce qu'elle avait des problèmes de famille. Aujourd'hui, Valérie est chef d'entreprise à Cholet. Caroline est mariée et prof de maths en Australie. Jusqu'à aujourd'hui, ils me considèrent comme leur oncle. Ça veut dire que lorsque le temps est bien et quand tout va bien pour tout le monde, généralement, l'autre en face n'est jamais un problème. Donc, il ne faut pas oublier que la crise joue sur les gens. Et c'est ce témoignage que j'avais donné quand on m'a parlé de l'intégration et qu'on m'a parlé de ce sujet. Ils ont souhaité que je le diffuse parce que c'est une réalité. Et ça nous a amené aujourd'hui, parce que cet élément m'a permis d'avoir la confiance, à être ce que je suis, à devenir ingénieur, à créer ce que je suis arrivé à créer. Sans cette confiance, je ne serais pas ce que je suis. Donc l'intégration, la base, une des bases dans ça, c'est aussi la confiance et le fait de tendre la main à l'autre. Je m'en arrête là. Merci. Merci Abdullah Coulibaly. Hippolyte, j'ai l'impression que autour du problème d'un facteur économique, la crise, Coulibaly vient d'en parler, Limbe aussi parlait, sinon d'une crise, d'une sensation de déclassement, d'insécurité économique. Sur ça, peut-être, il y a un consensus sur le fait que l'intégration aujourd'hui est plus difficile, est plus en débat à cause de la crise économique. Est-ce que c'est, à ton avis, déjà un point sur lequel on s'accorde ou, comme avait commencé Amos Kitaï, on parle aussi d'un combat culturel, de l'identité, d'une vision qui manque et qui échoue parfois? Alors, oui, donc, bon, il y a plusieurs dimensions. Mais vous voyez, j'ai l'impression que, et comme vous le disiez, dans le cadre culturel, il y a vraiment une division. Vous allez avoir une partie de la population qui va considérer que la diversité, c'est bien et que c'est la société dans laquelle ils veulent vivre. Puis une autre partie de la population qui va vous dire non, on veut être entre nous, etc. Les dimensions culturelles, les dimensions religieuses créent des divisions. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ces choses-là. Je regarde plutôt la dimension économique. Et là, ce que j'observe, c'est qu'au contraire, il y a plutôt un consensus. Et vous voyez, le consensus, ce serait plutôt de dire que, un petit peu ce que vous avez dit, c'est que la migration, ça peut être un coût, et notamment en temps de crise. Et vous voyez, je peux rencontrer des gens qui seraient même plutôt favorables à la migration, qui se considèrent et qui sont humanistes, et qui vont me dire, mais toi, Hippolyte, oui, mais en ce moment, avec la pauvreté qu'on a, ou avec le chômage qu'on a, on ne peut pas se le permettre, d'accord ? Ou bien des personnes qui vont avoir un discours qui vont dire oui, mais il faut le faire, il faut tendre la main pour des raisons humanitaires, voyez. Et de fait, en disant en ayant une justification humanitaire pour la migration, de fait, on justifie implicitement que celle-là est un problème économique. Quand on dit qu'il faut en prendre fidèlement sa part ou quelque chose comme ça. Et voilà. Et donc, face à ce consensus, les économistes, eux, alors voilà, on n'est pas des conteurs, on n'a pas le pouvoir symbolique, si je puis dire, des artistes, on n'a pas cette façon de faire, mais on peut avoir des espèces de méthodes en comptant, en ramenant les gens à des statistiques, c'est un petit peu triste, mais en utilisant ces statistiques pour voir si réellement la migration est mauvaise pour nos économies, est-ce qu'elle est coûteuse. Et moi, ce que j'ai pu faire dans le cadre de mes travaux, et ce que plein d'autres gens font aussi, c'est que non, on n'observe pas ça. Vous voyez, statistiquement, on n'observe pas que les immigrés, notamment dans les pays riches, vous voyez, entraînent plus de chômage, nous appauvrissent, abîment nos comptes sociaux. Alors, néanmoins, on fait ça, mais on est aussi bien conscient que dans ce débat qui est particulièrement difficile, si l'économiste arrive en disant « tchoc, voilà, j'ai une étude qui montre que », c'est même presque contre-productif. Parce que comme ça a été souligné plusieurs fois, très souvent, ça renvoie à des situations qui parfois sont personnellement dramatiques. Et donc, face à certains discours qui sont des discours un petit peu de haine ou d'opposition ou de xénophobie, ces discours fonctionnent bien. Et donc, ce qui me semble, c'est qu'il faut même revenir au cœur de ces discours pour pouvoir les déconstruire et pour essayer de modifier les perceptions que les gens peuvent avoir de l'immigration.
Un cas typique, c'est immigration et chômage. Vous voyez, il faut voir que, par exemple, un discours extrêmement puissant, parce qu'il est simple, c'est le suivant, c'est de dire, bon, bah, il y a 10 millions d'immigrés et il y a 10 millions de chômeurs. Hein. Et, vous voyez, et le discours s'arrête là, et c'est presque gagné, parce qu'on dit, ben, voilà, on retire les immigrés, mais il n'y a plus de chômeurs. D'accord? On l'a là, mais on l'avait dans les années 30. Vous voyez, on retrouve des affiches de l'Action française, etc., qui font exactement pareil, qui mettent comme ça les nombres, et qui sont comme par hasard toujours les mêmes nombres. Vous voyez, le même nombre d'immigrés, le même nombre de chômeurs. Et voilà. Alors pourquoi c'est pas vrai? Pourquoi est-ce que nous, on ne trouve pas ça? Pourquoi finalement réduire l'immigration, ça pourrait être... pour une chose simple, je ne m'en réjouis absolument pas, mais on sait que dans nos sociétés, il y a de la discrimination. En France, il y a de la discrimination. Il y a de la discrimination vis-à-vis des immigrés. Comment est-ce que vous voulez que ce soit la personne discriminée qui prenne l'emploi de l'autre? C'est le contraire. C'est le contraire. S'il faut choisir, c'est bien celui qui a, c'est bien le natif qui est avantagé. Voilà. Il y a aussi le fait qu'il faut prendre en compte que dans une économie, vous avez à la fois du chômage et à la fois ce qu'on appelle des emplois vacants, c'est-à-dire des entreprises qui ne peuvent pas pourvoir ces emplois. Et très souvent, bon, il y avait l'exemple des poubelles, mais si on regarde plus généralement, les immigrés dans les pays les plus riches sont concentrés sur certains secteurs très particuliers, qui sont généralement les secteurs dans lesquels les natifs ne veulent pas travailler, que ce soit la construction, c'est dur, la restauration, vous voyez, les services à la personne. Et donc, en occupant des emplois qui sinon seraient vacants, je veux dire, ils enrichissent tout le monde. Juste deux remarques très rapidement pour finir. L'analyse économique de la migration est utile, mais évidemment que la perception que l'on doit avoir du phénomène ne doit pas se limiter à l'économie. Et ce n'est pas parce qu'on est économiste qu'on n'est pas conscient de ça. Vous voyez, et ce qui me paraît le plus important, c'est qu'il ne faut pas faire jouer à l'immigration un rôle qui n'est pas le sien. On ne va pas se mettre à accueillir des réfugiés parce que ça va relancer nos économies. Voilà, ce serait vraiment affolant. Mais déjà, je veux dire, ce que l'on peut retirer peut-être de ces études économiques, c'est que si les immigrés, si les réfugiés ne sont pas un coût, s'ils ne nous appauvrissent pas, eh bien, on peut peut-être se débarrasser, vous voyez, de cette charge mentale et se concentrer sur d'autres sujets qui me paraissent voilà, plus importants. Vous allez, par exemple, avoir celui de cette capacité des États, notamment à avoir une diplomatie commune. Je veux dire, vous voyez bien qu'en Europe, tout est biaisé par le fait qu'ils pensent que, vous voyez, c'est un fardeau qu'il faut se refiler, si je pouvais dire. Ou très rapidement, ou la concentration, vous voyez, des personnes étrangères dans certaines zones. Si je prends le cas de la France, vous avez presque la moitié, 45% des immigrés non européens qui sont en Île-de-France, 17% en Seine-Saint-Denis, là où la Seine-Saint-Denis, c'est 2% de la population totale. Alors il était à la fois naturel que les gens, surtout ceux qui viennent dans des situations dramatiques comme sont celles de l'asile, etc., essayent de se regrouper, mais il ne faut pas que certains territoires accueillent voyez, toute une population sans donner à cette population les chances de s'intégrer. Voilà, je vous remercie. Merci Hippolyte Delbis. Alors, on a 10 minutes encore pour vous donner aussi la parole. Je voudrais donner un peu de place aux questions et je ferai une question finale, si on a le temps, à nos trois intervenants. Je vous demande des questions brèves, vraiment questions, et pour qu'on puisse débattre ensemble. Je ne voudrais pas que la question soit brutale, mais tout simplement, parce qu'on n'a pas prononcé ces mots, qu'est-ce qu'on peut dire du délit de faciès alors, parce que l'intégration, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi ça. C'est-à-dire que, M. Coulibaly, aujourd'hui, vous étiez exotique peut-être en 1970. Aujourd'hui, ce n'est pas exotique. Et aujourd'hui, on a effectivement les religions, les couleurs, qui sont de grands éléments qui freinent sans doute les gens, même si, encore une fois, je ne veux pas que ce soit polémique, mais voilà. Il y a différents facteurs aujourd'hui qui freinent l'intégration. Ce que vous dites est vrai, mais
je pense qu'il faut encore relativiser. Dans le travail que je fais, j'ai une école. Et dans cette école, la Sorbonne envoyait certains maîtrisards faire leur mémoire chez moi à Bamako. Un Français qui s'appelait Julien est venu avec un Burkinabé qui s'appelle Abdraman. L'un est aujourd'hui à la Banque centrale et l'autre est directeur d'une société au Sénégal. Et quand ils sont arrivés à Bamako, le lendemain, c'était vendredi, jour de prière. Mais le jeune Français nous a suivis à la mosquée et est venu prier comme nous. C'est de la tolérance. Et ça existe. Alors, ce que vous dites qui est vrai aujourd'hui, ça nous amène à approfondir ce qu'on disait. Effectivement, ce que j'ai dit était valable à un temps donné parce que tout était tranquille. Mais ce qui est important de dire, c'est lorsque les villes ne planifient pas l'intégration, c'est-à-dire la planification de l'accueil des immigrés, et qu'on voit dans l'autre qui arrive quelqu'un qui vient profiter des biens, des infrastructures, notamment les hôtels, notamment la santé, les biens de santé, et qui sans effort vient prendre ça alors que nous galérons. L'autre devient un problème. Ça pose un problème, mais c'est ce problème qui amène malheureusement les gens dans le fait d'aller dans les bras de l'extrémisme. Parce que lorsqu'ils sont marginalisés, deux choses. Ils vont vers les communautés qui sont comme eux, mais souvent dans ces communautés, on les amène malheureusement dans les mosquées où ils sont vite lavés et ça amène le radicalisme. Mais à côté de ça, pour des gens qui ont pu braver les océans, braver les déserts, braver toutes sortes d'hostilités, ce sont des gens de qualité et qui ont beaucoup à montrer. Et ce qui est important, peu importe la religion, parce que c'est ça. Vous avez vu le cas de l'hypermarché Karcher. C'est un musulman qui a été sauvé des Juifs. Vous avez vu le cas du jeune Malien qui a fait le Spider-Man pour aller sauver. Et pourtant, il était musulman. Et donc, ça veut dire quoi? Que lorsque vous avez l'autre en face de vous, je le disais ça à mon ami, il faut le voir comme une noix de coco. La noix de coco, la carapace est dure, mais si vous allez dedans, elle est tendre et elle est blanche. Et tous les étrangers que vous avez devant vous, prenez le temps de les découvrir. Oui. Et c'est dangereux même de généraliser par rapport au contexte électoral. Parce que ça aussi, c'est la manipulation. Parce qu'en réalité, ceux qui font ça, ils le font à dessein. Vous voyez, aujourd'hui, moi j'ai vu, j'en parlais à un de mes amis, l'ambassadeur du Maroc, un Belge qui dit, moi je vais déménager en Hongrie parce que je ne me sens plus chez moi en Belgique. Oui, parce qu'il pense que tout le monde devient musulman, tout le monde est arabe. C'est de l'extrémisme. Mais tous les Belges ne sont pas comme ça. C'est pour ça qu'il faut éviter aussi la généralisation. Je vais laisser la parole aux autres. Moi je pensais de dire des mots sur la question de l'intégration, parce qu'on parle immigration et intégration. Et je trouve que vraiment le manque de projets économiques, ça c'est hors mon métier de cinéaste, parce que moi j'étais formé comme architecte. Moi je trouve que le manque de projets économiques architecturaux, de craquer les cités et de donner un espoir à tout ça, ça produit des effets de long terme. Et c'est vraiment, par exemple, mon père qui était architecte de base, j'ai vu que dans l'année 20, il y avait un très grand concours à Stuttgart. Comment on peut dessiner un appartement de 50 ou 70 mètres carrés. Le plus grand architecte d'époque, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius, ils ont fait une proposition. Et là, la grande architecture, elle est strictement sur l'effet d'image. L'aéroport, les musées, les musées des pays de Golfe, etc. Et l'architecture, il y a un dérive de toute cette fonction d'architecture pour composer un espace agréable, humain, pour les gens. Et je trouve que si les pays européens, ils ont lancé un grand projet de reconstitution et de reconstruction des cités, ça va changer l'expérience
vis-à-vis de l'immigration aussi. C'est-à-dire que les gens ne sont pas dans les ghettos, dans les périphéries des grandes villes. Déjà, les situations, si on regarde, et on a parlé tout à l'heure avec Hippolyte, c'est-à-dire les grandes villes, ils sont toujours les villes modérées. Paris, c'est une ville modérée. New York, c'est une ville modérée. Et dans mon pays, Tel Aviv, c'est la ville modérée. C'est-à-dire les villes qui a l'expérience quotidienne de rencontrer l'autre. Et je me souviens que même que mon fils, qui était dans l'école à Paris, et le plus grand bandit de cette école, c'était mon fils et son copain algérien. Alors, les deux bandits israéliens-algériens, ils ont été amis. Et ça créait une sorte de tissu d'amitié qui cassait tous les préjudices, les racismes, etc. C'est-à-dire le quotidien. Il faut construire un quotidien. Et ça passe par modification des lieux d'habitation. Et d'ailleurs, ce projet architectural, il va créer des emplois parce que l'architecture consomme beaucoup de main-d'œuvre. Ça va créer, à la place de simplement de donner des incentives économiques, sans modifier, il faut travailler sur le réel. C'est-à-dire, sans être grand marxiste, c'est-à-dire il faut travailler sur l'aspect concret, réel, matériel, du quotidien de la vie. Et cet quotidien, par son propre inertie, il change la perception de l'autre. Merci. Merci Amos Gitaï. Je vais donner la parole. Allez-y là. Bonjour, merci pour le partage. Je voudrais poser une question. Pourquoi quand on parle toujours donc, des gens qui viennent du Sud, même si la notion de Nord et de Sud est une notion politique, puisqu'avant on était le Nord et ils étaient le Sud, on parle de migration, et quand c'est de la migration choisie, notamment donc les Européens, on parle d'expatriés. Ne faut-il pas déjà remettre les mots, notamment quand vous avez donc l'élite qui part, pour utiliser le mot expatrié, qui peut-être remettrait un peu moins de pression. Deuxième, puisqu'on a la chance d'avoir des gens qui sont dans les médias, les réalisateurs, ça serait bien de voir ce qui s'est passé après la crise en 2008 en Espagne. Vous avez beaucoup d'Espagnols qui sont venus travailler dans le nord du Maroc. Et là aussi, ça a été dit quelque part, c'est le regard de l'autre. C'est-à-dire que quand vous avez les gens du Nord qui sont venus travailler, ils ont mis du temps pour le gérer. Même quand il y avait des émissions en Espagne, c'était, entre guillemets, la honte de dire... Mais la géographie est têtue, et ça montre que dans l'échelle du temps, la notion de Nord et de Sud est quelque chose de très relatif. Et je pense que ça peut être des cas très intéressants pour pouvoir remettre un petit peu ce que je disais tout à l'heure, ce déracinement. Parce que c'est les gens qui voyagent, qui comprennent un peu ce déracinement, et peuvent derrière être les meilleurs ambassadeurs pour ceux qui n'ont pas bougé de chez eux. Abdullah Coulibaly, vous voulez... Ce que vous dites est pertinent. Et d'ailleurs, ça nous amène à l'objet de notre présence ici et à l'amitié que nous avons avec le Cercle des économistes français. Nous pensons que, en nous donnant la main, nous allons inverser le flux migratoire. Oui, parce que ça a commencé en Angola aussi et au Maroc. Vous avez aujourd'hui pas mal de gens de qualité ici qui chôment. Nous avons beaucoup de potentialités. Il ne faut pas avoir honte de le dire. On a des déficits. Quand les gens quittent leur pays, ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est parce que something's wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas localement. Et maintenant, si on arrive ensemble à nous donner la main pour donner des perspectives aux gens localement, je ne vous cache pas, moi je suis pressé de partir au Mali. Pourquoi? Parce que je suis bien chez moi. Je n'ai pas envie de rester longtemps ici, c'est la vérité. Et donc, quand on est bien chez soi, on ne dure jamais de l'autre côté. Les gens ne demandent pas grand-chose. Mais seulement, il faut savoir aussi pourquoi ils partent. Quand on va bombarder la Libye et qu'on amène des terroristes au nord Mali, on déstabilise un pays, on met les gens dans les rues. On contribue à leur départ. Donc après, il ne faut pas dire qu'ils viennent exploiter les infrastructures. Et non, mais il faut voir aussi d'où viennent souvent certains mots. Quand on dirige, on soutient des dictateurs qui pillent les ressources de leur pays et mettent les gens dans la pauvreté, on est aussi coupable de ça. Donc c'est un phénomène global. Pour lutter contre ça, il faut se donner la main. Se donner la main pour quoi faire? D'où le lien avec le Cercle des économistes français pour le changement structurel de l'économie, parce que nous avons le défi de donner de l'emploi aux gens localement. Et comment donner de l'emploi aux gens? Créer des industries. Et nous, on n'a pas honte, on n'a pas de complexe. Nous avons la chance d'avoir des amis de ce côté qui ont des ressources parce que l'industrie demande de l'argent et des financements.
Donc on vient les voir pour qu'ils nous aident à investir là-bas. Quand on va investir, ils ne le font pas, comme je le disais hier à mon ami Pierre Gattaz, l'ancien patron des patrons, il ne le fait pas parce qu'il nous aime, hein, parce qu'il va gagner dedans. Il va gagner quoi? La tranquillité. Parce que lorsque les gens ont de l'emploi de l'autre côté, il y a moins de menaces de ce côté-ci. Chacun gagne dedans. Donc le défi, c'est ce partenariat pour permettre à ce que les gens qui sont chez nous puissent être bien, aient de l'emploi là-bas pour rester là-bas, et du coup, avec des gens de qualité qui sont ici. Parce que je disais à l'ambassadeur de France au Mali, les chemins de fer, il y a beaucoup d'hommes qualifiés ici qui partent à la retraite pour nous très tôt. Mais on peut les faire venir pour nous aider à remettre sur les rails et donner du travail aux gens. Et ce type de partenariat peut permettre de diminuer les gilets jaunes chez vous et d'amener plus de bonheur chez nous. Bon. Je crois qu'on a terminé le temps. Malheureusement, on a essayé d'affronter ce thème complexe. Je retiens l'image de la noix de coco qui est très poétique et aussi l'idée d'inventer l'intégration au quotidien dans les lieux, dans les relations, dans notre imaginaire aussi. Merci, à bientôt.